Aujourd'hui c'est bagarre, et ça va être incroyable. Je vais sortir les grands mots. Mission Impossible est une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps. Et la seule qui a gardé une aura intacte, un quasi sans faute. Des films de plus en plus impressionnants, du grand spectacle qui monte en puissance à chaque épisode, pas d'univers à la mort moelleux, ni de polémiques farfelues. T'es sûr de ça? Non mais Tom Cruise, la scientologie, ça compte pas. C'est le seul qui soit conscient de... On passe à autre chose. Ouais, s'il te plaît. J'ai découvert la saga tardivement, et n'ayant pas vu la série des années 60, c'est avec un regard neuf que j'ai pu découvrir les 7 films. Et honnêtement, c'était fou. Qu'est-ce que je regrette de ne pas les avoir vus tous au cinéma, car j'en aurais pris plein les yeux au vu des séquences incroyables que ces films ont pu proposer. À l'approche de l'épisode 8 qui a l'air de boucler l'histoire d'Ethan Hunt, j'aimerais revenir sur un des épisodes qui a le plus divisé, et qui a failli sonner la mort de la saga tout entière. Un épisode mal aimé, conspué pour les mauvaises raisons, et qui regorge d'idées incroyables qui va changer à jamais le destin de cette saga culte. Je parle évidemment de Mission Impossible 3. Ah ouais? Tu vois, je pensais que tu serais allé sur le 2. Mais le 2 il est indéfendable, c'est kitsch, démodé, complètement what the fuck. C'est à l'opposé de la saga. C'est pour ça que c'est trop cool! Oui bah c'est pas le sujet. Qui dit film mal aimé dit souvent production chaotique. Et effectivement, Mission Impossible 3 ne déroge pas à la règle. Remplacement d'équipe, problème d'écriture, promotion publicitaire sabotée, pression des studios, acteurs en roue libre, le film en lui-même était en mode Mission Impossible pour conclure sa production. Et je dis pas ça pour que vous ayez de la sympathie envers le film. Il faut juste expliquer le pourquoi du comment. Et remettre les pendules à l'heure. Bon, j'en parle maintenant comme ça c'est fait, mais vous devez savoir que Tom Cruise est un personnage compliqué. Il a beau être une énorme star, énormément dévoué au cinéma et à sa saga fétiche, c'est un membre actif de la Scientologie. Une secte très controversée, faut pas se le cacher. Il a enchaîné les comportements problématiques, et ça a beaucoup affecté le processus créatif de la saga. Donc on dit tous, pas merci la Scientologie. Bonjour! On a entendu que vous parliez de nous et que vous nous remerciez. Bah pas du tout, je disais juste que... On est des gens sympas extrêmement accueillants? Oui, on sait. J'ai l'impression qu'il s'est un peu calmé et qu'il en parle plus du tout. Mais voilà, on peut pas parler de Mission Impossible sans parler de l'immense impact de Tom Cruise sur la saga, sur tous les plans créatifs. Et j'ai surtout pas envie d'en parler pendant des heures. Alors après Mission Impossible 2 qui a été un gros succès, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème des grosses sagas, c'est qu'on a peur de prendre des risques. Bah oui, des propositions radicales et artistiques, ça peut pas faire de la thune, ça peut faire fuir le public. C'est pour ça que les producteurs ont un gros contrôle sur le processus créatif. Ainsi, on a failli avoir David Fincher aux commandes du 3e épisode. Pardon? Mais comme Joe Carnahan après lui, ils ont tous les deux quitté le projet pour divergence créative. C'était évident. La production prend du retard, et après avoir vu la série Alias, Tom Cruise propose à J.J. Abrams de reprendre les rênes du projet en y insufflant son savoir-faire en tant que showrunner et producteur de série. Et c'est le premier film que J.J. Abrams réalise. Donc la pression de fou quoi. Mais tu peux pas t'empêcher de le défendre. Oui mais c'est important le contexte. Sauf que deux problèmes. J.J. doit assurer ses engagements sur Alias et Lost, et il doit reprendre le scénario tout entier. C'est un bordel sans nom. Et évidemment, ce n'est pas fini. La campagne promotionnelle a été catastrophique. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attendez, laissez-moi finir, je vais perdre le fil. Déjà, on a Tom Cruise qui fait n'importe quoi en interview, avec notamment ce passage chez Oprah Winfrey, où je pense qu'il était sous coke, et qui s'est à peu près passé comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une star internationale. J'ai l'immense plaisir et l'immense fierté de vous présenter Tom Cruise. Je suis amoureux! J'aime les femmes, toutes les femmes, j'aime le cinéma. Tu sais ce qu'il y a dans le cinéma? Des femmes! Comme Cathy Holmes par exemple. Parce qu'elle a des énormes nibards, mais aussi pourquoi? Parce que j'adore Conan Doyle. Tu aimes Conan Doyle? Bah oui. Moi aussi, mais ce que j'aime encore plus, c'est le cinéma, avec des énormes nibards. Les pornos. Mais pour revenir à Mission Impossible 3, Tu sais twerker, toi? Tu sais ce qui est vraiment impossible aujourd'hui? C'est de fonder un foyer, une vie de couple, avec Cathy Holmes. merci Tom Cruise d'être venu présenter votre film. Aimes-tu les femmes? Moi oui, parce que je suis Tom Cruise. Connais-tu la scientologie? Ensuite, on a eu l'affaire avec South Park. Oui, South Park, qui a diffusé un épisode se moquant et critiquant ouvertement la Scientologie et Tom Cruise. Ce dernier, révolté par l'épisode, refusa de promouvoir Mission Impossible 3 si l'épisode était encore diffusé. Ça a provoqué une grosse guerre interne, parce que South Park appartient à Paramount, mais aussi une guerre avec les fans de South Park, qui ont appelé à boycotter le film. Je trouve cette histoire incroyable. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un ringard aux yeux du prophète. Mais on a eu aussi les alertes à la bombe. Ça parle de mon boule? Parce que mon boule, c'est de la bombe.
En gros, la Paramount a eu la brillante idée d'intégrer un petit boîtier électronique dans des boîtes à journaux aux États-Unis. À chaque fois qu'un journal était vendu, cela déclenchait la musique du film. Mais apparemment, c'était tellement mal réglé que parfois ça a provoqué des scènes de panique et des alertes à la bombe. Je sais pas qui a eu l'idée de cette initiative, mais Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Et voilà pour les grandes lignes. Et au final, c'est celui qui a le moins bien marché. le moins au box-office, le moins d'entrées en France, Mission Impossible 3 est le vilain petit canard de la franchise. Alors qu'il est plutôt bien reçu, si je crois Rotten Tomatoes et les autres sites. Pourquoi ce résultat alors? Et pourquoi je le défends corps et âme? Parce que Mission Impossible 3 a autant de problèmes que de qualités. Mais ces qualités font partie des meilleures idées de la saga. Et maintenant c'est parti pour revoir Mission Impossible 3. Et promis, à la fin, on fera une tier list des 8 films, pour votre plus grand plaisir. Oh Seigneur! Oh la révérence! Le film s'ouvre sur la meilleure introduction de toute la saga. Point. Ethan fait face à Davian, le meilleur méchant de la saga. Oui, je dis beaucoup saga. Il interroge pour connaître l'emplacement d'un objet mystérieux, la patte de lapin. Et s'il ne répond pas, il tue sa femme devant lui. Ah, ça pose les bases direct, hein! Et on constate qu'on n'a jamais vu un Ethan aussi fragile et démuni. On est très loin de l'iconisation héroïque du 2, pour nous montrer un Ethan vulnérable, humain, et qui a peur de tout perdre. Alors certes, c'est sans doute moins impressionnant que de s'agripper un avion en plein vol, mais à mes yeux ici, c'est beaucoup plus fort. Enfin, dose un peu quand même, parce que cette scène, elle a aussi des défauts. Je vais te poser une simple question. Tu vas devoir y répondre correctement. Qu'est-ce qui se passe? Tom? Est-ce que tu aimes Mission Impossible 3? Quoi? Je vais compter jusqu'à 10. Attends. Est-ce que c'est pas un peu excessif? Je veux dire, c'est un film. Excessif? Tu trouves ça excessif? Ouais, un peu. Ah ouais? Et critiquer un film dès son introduction, c'est pas un peu excessif aussi? Je m'appelle Tom, j'aime pas ce qui est populaire. Elle est où ta passion là pour le cinéma? Elle est où l'émotion? Tu critiques pas Mission Impossible 3, merde! Si, c'est un peu excessif. Un petit peu, ouais. Oui, bon d'accord, cette scène peut être vue aussi comme un gros problème. Mais on en parlera plus tard. Transition avec le générique qui est toujours aussi classe, et on arrive chez Ethan qui se met bien quand même vu sa baraque. Il s'est retiré du terrain pour devenir femme amateur, on sait pas trop pourquoi, et il s'apprête à se marier avec Julia, une femme qu'on voit pour la toute première fois dans la saga. Ce qui veut dire que le film a l'air de totalement effacer tout ce qui s'est passé dans les films précédents. Oui, le 2 n'a jamais existé. Passons sur le fait que les copines de Julia ont l'air de bien baver sur Ethan, et quand on sait que Tom Cruise est un des producteurs principaux de la saga et qu'il a dû valider le scénario, ça paraît très égocentrique quand même. L'épouse quand il veut. Moi aussi. Ethan reçoit un appel de l'agence pour une mission de sauvetage, et même s'il a raccroché des gants, il est quand même curieux de savoir ce que la FMI attend de lui. Sa mission, sauver Lindsay, l'élève d'Ethan, qui a été faite prisonnière d'un groupe de terroristes mené par le méchant du début. Ethan refuse, clairant que d'autres agents seront plus compétents pour la sauver, mais la FMI compte sur son sens de l'honneur, du devoir et du sacrifice pour que Ethan parte la sauver. En tout cas, il hésite pas très longtemps. Non, c'est mort, j'y vais pas. Oh si, vous allez y aller. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non, c'est mort. J'ai une demi-douzaine de mille fois chaleur qui n'attendent que le beau Ethan. C'est mort, je bouge pas. Aussi votre nouvel équipier. Je dis d'accord pour la mission. Ethan récupère un appareil photo jetable de la marque Kodak, que vous pouvez récupérer à 20 € aujourd'hui dans votre marchand de journaux le plus proche, pas merci l'inflation, lui permettant de voir une vidéo briefing de la mission, et qui s'autodétruit au bout de 5 secondes. Et heureusement que personne n'a récupéré l'appareil photo entre temps. Roméo, Mirabel, venez, on va prendre une petite photo ensemble. On dit cheese, 3... Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Ethan trouve un subterfuge auprès de sa fiancée pour partir en mission. Et Ethan, je t'en supplie, pose cette moto! On a dit que les motos c'était terminé après le 2! Cette mission sonne les retrouvailles avec ce bon vieux Luther qui est toujours aussi cool. Ce serait pas monsieur, je sais pas faire, mais j'apprends aux autres, à nouveau sur le terrain. Mais également 2 nouvelles recrues qu'on ne reverra plus jamais. Declan, qui est un gros coureur de jupons. On peut pas avoir une vraie vie de couple. Tu sais quoi? Ça me plaît. Et Zen, qui est croyante. Ça, c'était juste une prière pour le faire revenir. Oui, je me moque un peu vu que les deux personnages n'ont pas forcément une personnalité très marquée. Mais c'est à partir d'ici qu'on essaie d'instaurer une réelle équipe. Et ça va être un des gimmicks forts de la saga. Même si beaucoup de personnes sont parties par la suite, les deux piliers Luther et Benji, qu'on voit pour la première fois ici, sont présents pour montrer à quel point ils sont cool et importants. Pourquoi ? Car c'est à partir de ce film qu'on se concentre vraiment sur la notion de vie privée des agents, et sur ce qui en découle avec Ethan.
On l'humanise beaucoup plus à travers la narration, avec sa relation amoureuse, mais notamment avec la mise en scène qui se veut plus réaliste, immersive, au plus proche des visages des protagonistes. Enfin, je dis ça, mais c'est quand on arrive à voir correctement ce qui se passe à l'écran. Mais arrête de bouger! Oui, bon, c'est vrai que ce serait pas incongru de prendre un peu d'aspirine avant de regarder le film, car la caméra tremble beaucoup. Oui, c'est dynamique et haletant, mais pas besoin de bouger la caméra n'importe comment pour créer un semblant de mouvement et de réalisme. Hein. C'est bien aussi de se poser, Gigi. Ok les gars, je suis prêt à rentrer dans le bâtiment. Mec, ça va? C'est mon premier film, je suis un peu ému. Je suis un peu fan de vous, du coup ça arrange pas quoi. Bah, c'est hyper sympa, merci beaucoup. Mais toi aussi tu trembles. Ethan s'infiltre facilement dans la planque des méchants en utilisant des gadgets beaucoup trop cool et en montrant qu'il est badass comme d'habitude. On est en terrain connu et assez loin de Archer. Quoi? Il parvient à libérer Lindsay qui vraiment n'a pas l'air en forme. Un petit shot d'adrénaline et ça part en bagarre. La dynamique entre les deux est vraiment chouette à voir et fonctionne parfaitement. Et c'est ce qui fait le charme de la saga Mission Impossible. Le timing et la synchronisation parfaite des actions. Même si c'est pas assez lisible, c'est hyper satisfaisant de voir tout s'enchaîner à la perfection. Là, j'en ai plus. C'est juste dommage qu'à cause de l'introduction, on soit un petit peu spoilé. L'important c'est pour les destinations. C'est le voyage. Alors oui, je suppose... Mais pas ici? Ah bah oui, car dans l'introduction, on apprend que Ethan a un explosif dans sa tête. Et donc, après ce sauvetage rocambolesque, avec course-poursuite en hélico dans un parc à éoliennes, on voit que Lindsay a le même explosif. On sait pertinemment qu'elle va crever, sinon, on pourra jamais arriver à la scène finale, avec cette opposition forte entre Ethan et Davian. Donc oui, Lindsay meurt. Et ce plan est dégueulasse. Arrêtez de faire des gros plans dessus, là, c'est bon, on a compris, elle est morte. Arrêtez d'essayer de me trauma, merci. Et c'est un... échec critique. C'est un fiasco total. Et Ethan se fait réprimander par le nouveau boss de la FMI, qu'on ne reverra plus jamais par la suite. Et c'est dommage, car c'est le roi de la punchline. J'essaie de faire tomber Davian depuis mon entrée dans ce service et savez-vous ce que ça m'a rapporté? Il n'a jamais été confirmé que le Toxin 5 ait été Monsieur volé par Musgrave, Davian. veuillez ne pas m'interrompre lorsque je pose une question purement rhétorique. Aïe, coup dur pour Guillaume. Le chef nous fait un rapport de toute l'histoire du film, mais après que Ethan ait presse F Lindsay, on apprend que cette dernière a envoyé une lettre à Ethan, avec à l'intérieur une micro-image. Ce qui éveille des soupçons et enclenche une discussion pour le moins tendancieuse entre Luther et Tom. Car Luther ne sait pas vraiment se tenir quand il veut parler de la vie privée d'Ethan. Lindsay était comme ma petite sœur. Et tu n'as jamais couché avec ta petite sœur, n'est-ce pas? Mais qui a écrit cette ligne de dialogue? C'est qui le scénariste? Alors, Wikipéprout me dit que c'est J.J. Abrams, mais également Alex Kurtzman et Roberto Orci. Et ils ont fait quoi de notable? Bah si on s'en réfère à Wikipéprout, hein, toujours, ils ont écrit sur la série Hercule et Xena la guerrière. Ok, bon c'était pas fou mais c'était marrant. Et Transformers 2. Ça s'explique. Mais au final, vu que Benji est un monstre, il parvient à trouver des informations dans les disques durs qui ont cramé. Davian se rendrait au Vatican pour récupérer la fameuse patte de lapin, qui serait... Il semblait inévitable qu'un complexe allait être créé, dont il parlait toujours comme de l'anti-dieu. Pour résumer, on n'aura jamais la réponse. Parce que J.J. Abrams adore les histoires dites Mystery Box. Parce qu'il adore le mystère et le suspense. Ou il a aucune idée de ce que c'est. Ethan prend tout ça à cœur suite à la mort de Lindsay. Ou parce qu'il a super mal pris que son boss le rabaisse comme jamais. Il part donc en mission sans le dire officiellement et part prévenir Julia. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant des caisses. Car la faire monter sur le toit pour lui dire que tu pars juste 2 jours en voyage, enfin je sais pas, tu vas peut-être éveiller les soupçons en faisant ça? Ou Julia, tu en fais un peu trop pour juste 2 jours? Mon amour, je reviens, je vais chercher du pain, j'en ai pour 5 minutes. Tu vas aller acheter du pain. Oui, mais j'en ai pour 5 minutes. Tu vas tellement me manquer. Mais vous savez quoi est tout aussi excessif là? Je vais devoir faire mon deuil. Mais je reviens dans 5 minutes! Comment je vais l'annoncer à notre petit Kevin? Mais on n'a pas d'enfant! Hein? En quelle langue il faut te le dire? Je suis stérile des couilles! Bon, ok, je suis de mauvaise langue, vu que c'est une mission dangereuse. Et aussi car la scène d'après est vraiment mignonne. Ayant peur pour sa vie, Ethan propose à Julia de se marier tout de suite. Et c'est vraiment attachant de les voir baiser comme des cochons. Champion! Direction le Vatican pour une conclave, pour kidnapper Davian, et lui soutirer des informations sur cette fameuse patte de lapin. Mais vu qu'on est en Italie, et en mission d'infiltration, faut se dissimuler dans la masse. Ma che c'est un peu cliché de parler comme ça! Mais c'est parce que c'est rigolo, que cazzo! Que cazzo! Ethan infiltre le Vatican en puant la classe et tout s'imbrique naturellement pour récupérer le colis. Je vais pas tout vous montrer pour ceux qui l'ont pas vu, mais la séquence est incroyable. Plusieurs choses à noter quand même. Tout d'abord, Davian, tu pourrais prendre plus gentiment ton verre quand même.
Ensuite, la transition entre le masque et l'acteur est incroyable. Franchement, c'est invisible à l'œil nu. Et comme on l'a dit, la séquence permet aux personnages de discuter autour de la thématique principale du film, la gestion de la vie privée des agents et les conséquences que cela implique. Ethan, en se mariant, se met en danger lui et ses proches, et Luther tente de le prévenir. À sa façon. Tiens, en fait, je t'ai pas dit, j'ai rencontré quelqu'un. Oh, j'espère que c'est pas cette connasse de Tiffany là, avec sa petite voix aiguë là. Ah, mais je t'ai pas dit, en fait, c'est Marc qui l'a trompé Chantal. Et c'est bon, on s'en fout. On s'est mariés il y a 2 jours. Mais c'est génial! C'est super! Ouais. Cool. Cool! Après une maestria d'action et de dynamisme, nos héros parviennent à récupérer Davian et les plans pour trouver la patte de lapin. Ethan l'interroge pour avoir plus d'informations, mais ce dernier n'est pas très coopératif. Vous avez été appréhendé en possession de renseignements sur l'endroit où se trouve quelque chose dont le nom de code est patte de lapin. Je vais la faire pleurer, et saigner et hurler en t'appelant. Et toi, t'y pourras que dalle. Et en soi, cette scène est aussi brillante que débile. Elle fait prolongement avec la scène précédente, où Ethan se dévoile trop, avec son humanité et son excès de colère qui vont le faire chuter. Car en essayant de faire parler Davian, qui le provoque, il pète un plomb et Luther tente de le calmer. Sauf que dans la précipitation et la peur, Luther balance le prénom d'Ethan. Et à cause de ça, Davian a l'info nécessaire pour détruire notre héros. Après honnêtement, je sais pas comment il a pu l'entendre vu le bordel et le son ambiant. Fais pas ça! Ethan, c'est quoi la boîte de lapin? Un énorme dispositif est enclenché pour transporter le prisonnier. Et je veux pas faire le relou ou l'espion de comptoir, mais même si ce Davian est ultra dangereux, je pense que l'escorter avec 90 voitures, ça va pas aider niveau discrétion. Enfin, on va se concentrer sur la suite avec Ethan qui obtient des informations sur la micro-image que l'INSEE lui a laissée. Et on apprend que le directeur de la FMI est un traître. Mais je suis pas le traître! Et moi je t'ai vu à vente! Ah, tout ça parce que je porte des lunettes, c'est ça? Ouais! Alors pareil, la FMI, c'est un gruyère ou quoi? Tout le monde est un traître ou un connard dans cette agence. Vérifiez les CV! Ou les recruteurs, je sais pas! Faites quelque chose! Même pas le temps de crier aéroport qu'une attaque survint. Les hommes de Davian ont retrouvé sa trace et détruisent tout aux alentours. C'est le chaos total. Et j'avoue que la séquence me fait un peu penser à l'attaque du Harrier dans Metal Gear Solid 2, avec ce drone qui passe à vive allure. Mais si ça se trouve, c'est moi qui délire totalement. Davian s'enfuit. L'opération est un fiasco total. Et il y a Beach qui a balancé sans vergogne où travaille Julia. Ethan fonce à l'hôpital, mais il arrive trop tard. Elle a été capturée. Tout s'enchaîne à partir d'ici. Davian menace Ethan et lui demande de récupérer la patte de lapin en échange de la vie de sa femme. La vie de Julia contre la patte de lapin. Il y a 48 heures où elle meurt. Mais au même moment, le directeur de la FMI arrête Ethan pour insubordination et pour la perte de Davian. Ouais, c'est marrant que ça se transforme en chasse à l'homme vu que son nom de famille c'est Ethan Hunt. Comme la chasse. Moi aussi c'est rigolo. La FMI a dû se tromper de gars parce que là on dirait plus Hannibal Lecter que Ethan. Mais bref, le patron, qui est toujours dans la punchline pour mépriser son prochain. Mais je vous baratine pas en disant que je suis prêt à m'ouvrir les veines sur le drapeau s'il le faut pour être sûr qu'il reste rouge. Enferme Ethan, ce qui lui laisse encore moins de temps pour sauver sa femme. Mais le supérieur d'Ethan est là pour lui filer un coup de main. Ethan, j'ai terriblement envie de vous. Est-ce que vous pouvez me prendre sur la table tout de suite? Quoi? Mais j'ai jamais dit ça! C'est que je ne sais pas lire sur les lèvres. Lequel? Excellent. Donc Ethan doit se rendre à Shanghai pour récupérer la patte de lapin. Et il enquête avec son équipe pour trouver l'emplacement précis. Et quand Ethan fait ça, j'ai des flashbacks affreux. Il fait pas la même chose dans Star Wars 9? Avec le couteau là? Ah non! Parle pas de cette horreur! Mais on revient à l'éternel problème de cette introduction. On sait pertinemment qu'il va réussir, donc il n'y a pas vraiment de suspense sur la réussite de cette cascade, que Tom a réalisé lui-même, avec l'aide de quelques fonds verts pour être sûr quand même. Et il faut dire que c'est chouette de voir Tom Cruise aussi dévoué à l'idée de faire ses cascades lui-même. Ça donne un degré de réalisme ultra poussé. Mais j'ai quand même une pensée à toute l'équipe de tournage qui doit se chier dessus à chaque fois que Tom Cruise veut faire une cascade lui-même. Il va crever. Mais non, il va pas crever. Si, je vais crever! Je te dis qu'il va crever! Mais tout ira bien, il est bien entouré, il a ses câbles, il a son parachute, tout va bien. Je crois que j'ai oublié mon parachute! Eh les gars, je trouvais ça par terre, vous savez d'où ça vient? C'est à moi! Ethan réussit son coup, et pas sans mal parce que bon, on parle quand même d'une arme biologique dont la moindre secousse aurait pu... Et on arrive donc à la scène du début, où le méchant se venge sur Ethan en le torturant lui et sa femme. Sauf qu'il nous dit que la patte de lapin, c'est pas l'objet qu'Ethan a volé. Mais alors ce serait une fausse piste? Ethan n'a même pas le temps de s'expliquer que... 10. Wow, mais quoi?
Il a vraiment fait? Non mais c'est fou ça! Ça arrive jamais qu'un méchant mette à terme ses menaces! Je suis choqué là, c'est incroyable de... Attends mais quoi? Le supérieur d'Ethan était le vrai méchant de l'histoire? Mais la FMI c'est vraiment la pire agence de... Et en fait la femme d'Ethan c'était pas elle! C'est l'assistante de Davian qui portait un masque! Il faut le sauver! Il a fait une overdose de plot twist! Toi, Quentin! C'est bon, je suis réveillé! C'est bon. Ah mais t'es con! Je sais, j'y retourne! Il s'est passé quoi? Bon, là c'est le bordel, mais en gros, c'était lui la taupe depuis le début qui bossait avec Davian, pas le boss. Et en fait, il a capturé une nouvelle fois Ethan pour savoir s'il était compromis. Mais t'es tellement nul comme méchant, mec! Je comprends pourquoi t'es le némésis de Durandal. En plus, tu te fais avoir comme un blaireau par Ethan qui parvient à se défaire de ses liens et part à la recherche de sa femme. Et qui de mieux pour l'aider? Benji! J'ai localisé cet appel à Shanghai. Eh ben voilà, je l'ai dit, Shanghai, je me retrouve complice d'un ennemi de l'État. Fantastique, merci. Ethan tape son plus gros sprint dans une séquence assez dingo, faut l'avouer. Dommage que ce soit pas un full plan séquence, ça aurait été incroyable. Mais bon, je chipote comme un cinéphile rageux. Et c'est parti pour la confrontation finale avec Davian, qui se termine un peu... rapidement et facilement. La fin est vraiment rushée par rapport au reste. Vu qu'on utilise depuis le début un final grandiloquent, j'ai l'impression que ça se termine un peu en queue de poisson. Déjà, on a la mort des deux méchants sans réelle confrontation directe ou vrai combat, puis on a Julia qui arrive à flinguer sans trop de soucis les ennemis, alors que c'est la première fois qu'elle tire au flingue. Et ensuite, avec cette fameuse charge explosive dans la tête, Ethan se fait électrocuter en mode MacGyver pour la faire exploser. Et Ethan précise bien qu'il faut le tuer pour pas qu'il meure. Quoi? Bon, c'est simple. Tu m'électrocutes pour pas que je meure. Puis, une fois que je suis mort, tu me réélectrocutes pour me faire revenir à la vie. C'est d'une logique imparable. Ethan, tu prends de la drogue? Pourquoi tu es un lama? Donc si on suit la logique, Ethan meurt. Et après plusieurs massages cardiaques, pas du tout dans le bon rythme, Julia arrive à faire revenir Ethan. Pouvoir de l'adrénaline? Pouvoir du scénario? Non, c'est le pouvoir de l'amour. Et ainsi se termine le film. Ethan déballe toute la vérité à Julia, qui n'a pas l'air trop secouée. Elle fait la connaissance de tout le monde au sein du FMI, et le directeur s'excuse auprès d'Ethan et lui implore de revenir. Mais ce dernier refuse, vu qu'il a encore une lune de miel à fêter. Mais avant de partir, une dernière question. La patte de lapin, qu'est-ce que c'est? Promettez-moi de rester, je vous le dirai. Donc le directeur de la FMI ne sait même pas ce que c'est aussi. Y a personne qui est compétent en fait. Et ben moi je dis que sans l'épisode 3, on n'aurait jamais eu la suite de la saga. Ouais, logique. Parce que tu peux pas avoir d'épisode 4 sans avoir d'épisode 3, comme tu peux pas avoir d'épisode 6 sans avoir fait d'épisode 7, ou alors tu fais un épisode 2 qui se passe avant le 1, mais ça fait un préquel, sauf si tu fais une brise de Nice, tu casses le 2 pour passer directement au 3, mais il aurait déjà fallu que tu fasses un 1, ce qui là dans le cas fonctionne, mais ça s'instaure pas bien dans la diégèse de Mission Impossible, du coup ça n'a pas vraiment de sens. Mais dans le fond, oui, je suis d'accord. Je t'en supplie, tais-toi. Je sais pertinemment que les gens vont crier au scandale dans les commentaires, vu que, spoiler, je vais défendre le film. Mais je comprends totalement ce qu'on lui reproche, et je suis entièrement d'accord avec vous. Donc posez vos flingues et écoutez-moi. Ce film mélange le moins bon et le meilleur de Mission Impossible, tout en étant un pivot pour la saga. Commençons par les problèmes. Effectivement, c'est bordélique pour rien. Le début se tient bien, mais le scénario s'embourbe dans des twists en pagaille, de trop nombreuses pistes qui mènent nulle part, ou des mystères qui n'ont pas lieu d'être, ou de réelles résolutions. Ça s'explique par les nombreuses réécritures du projet, et aussi par cette structure série qu'a apporté Abrams. C'est rythmé comme il faut, mais on aurait pu alléger le tout, pour laisser le spectateur souffler, et prendre le temps d'explorer plus en profondeur les thématiques abordées. Et puis bon, le côté Mystery Box, que Abrams chérit tant, mais qui n'arrive jamais à ouvrir, est-ce que ça a vraiment sa place ici? Ensuite, la réalisation. J'arrive pas à contrôler! Elle paraît assez brouillonne et épileptique quand on compare au film précédent. Entre l'esthétique prononcée de De Palma, la réalisation très stylisée, parfois kitsch, mais diablement efficace de John Woo, et à part les lens flares, y a pas une réelle identité visuelle chez Abrams, mais il compense par une vraie efficacité dans l'action, en proposant plusieurs séquences d'action assez stylées, des idées visuelles et recherchées notamment à Shanghai, et des moments vraiment forts. Pour un premier film, il sait tenir et proposer un vrai spectacle. Oui, parce que les gens ne parlent pas beaucoup des points positifs de ce film, mais il y en a, et même un paquet. Le film nous tient en haleine de bout en bout. Et même si j'ai critiqué la structure du film, ça nous donne envie de savoir comment on a pu en arriver là. Et surtout de voir comment Ethan a pu être aussi impacté émotionnellement. Voilà le plus gros point fort de Mission Impossible 3. L'émotion. Tout le film tourne autour de l'humain qui se cache derrière les agents et montre que malgré les exploits qu'ils accomplissent, ils ont des émotions, de la fragilité, qui les rendent vulnérables. Ethan n'est pas un super-héros, super-agent increvable, ça reste un humain. Et comment exploiter ça? Avec le meilleur méchant de la saga. Philip Seymour Hoffman est exceptionnel. Il est terrifiant en étant à la fois monolithique, froid, mais aussi très expressif et intimidant.
Et puis à part ce con là, le reste du casting est génial. Il y a des passages drôles et la fluidité des séquences d'infiltration est tellement plaisante à suivre. Sans oublier la musique de Michael Giacchino qui est merveilleuse, osez me dire que vous n'arrivez pas à prendre votre pied devant le film. Tout ceci combiné permet à Mission Impossible 3 de nous préparer à ce qui nous attend avec les suites. Des enjeux plus intimes, une vraie dynamique d'équipe, une technologie plus poussée, notamment avec les masques, les missions qui foirent, et cette phrase qui revient souvent j'ai l'impression. Tu dois avoir confiance en moi. Je suis peut-être excessif, mais le 3 permet à la saga de revenir à un niveau plus terrestre, tout en gardant un côté très spectaculaire, cher à cette saga qui a su évoluer sans jamais perdre son identité de base. Oui, non, c'est vrai, le 3 est vraiment cool. Mais il fait un peu pas le figure face aux suites. C'est un peu son problème, ouais. On l'a dit, c'est l'opus qui a le moins bien marché au box-office. Déjà, à sa sortie, il a dû faire face à Cars, Da Vinci Code et X-Men 3. Mais 2006, c'est aussi le retour d'une autre saga qui a bien capté l'attention du public, James Bond, avec Casino Royale, qui adaptera également une approche plus réaliste. C'est pourquoi en 2011, quand le 4 sort, même si on garde beaucoup d'éléments qu'a instauré le 3, c'est presque une renaissance. Un nouveau départ avec des bangers qui s'enchaînent. Donc c'est sûr qu'effectivement, quand on compare le 3 avec le 4, 5, 6, 7 et le 8, ah bah il fait pas le poids tout simplement. Donc ouais, le 3 est super cool et je l'adore, mais il a vite été éclipsé par les suites. Et d'ailleurs, on va faire une petite tier list. Je précise que c'est totalement subjectif. Ok, on va faire simple et concis. Et rien que le 1, j'ai un problème. Il est vraiment bien, franchement, c'est un vrai film d'espionnage par rapport aux autres qui sont plus des films d'action. L'esthétique, elle est ultra travaillée, il y a des séquences de tension de fou, mais c'est plus un film de De Palma qu'un Mission Impossible. Donc ouais, je sais pas, c'est soit A, soit B. Je le mettrais quand même A. Ça reste une très très bonne entrée en matière. Le 2, je suis désolé, je peux le mettre qu'en C. Je sais, c'est kitsch, c'est what the fuck, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi, mais ça reste ultra fun. Mais est-ce que c'est vraiment cohérent d'avoir une direction comme ça pour un Mission Impossible, sachant que le film est ultra sexiste, c'est pas très bien joué, la musique elle est atroce. Non, moi j'y arrive pas à aimer ce film. Le 3, objectivement, ça vaudrait un B, mais moi je le mets en A, parce que c'est lui qui me fait le plus ressentir d'émotion. Non, le film est vraiment cool et je prends vraiment du plaisir devant. Le 4, c'est un S direct. C'est vraiment lui qui définit le début de la vraie saga Mission Impossible avec des séquences d'action mais de folie. Tu prends un tel plaisir devant, c'est trop bien. Le 5, je suis un peu partagé parce que j'ai l'impression que c'est celui que tout le monde oublie, alors qu'il est trop bien. Vu qu'il est entre le 4 et le 6, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui l'oublient. Pour moi, le 5, c'est A, ça c'est sûr. Franchement, tu peux pas le mettre en dessous. Le 6, pour moi, c'est le meilleur de la saga. Tu peux pas faire mieux. Je pense que Mission Impossible n'a jamais atteint un niveau pareil. Et je regrette de pas l'avoir vu au cinéma, franchement. Si vraiment je devais être honnête, je pense que c'est le 7 que j'aime le moins. C'est celui qui me fait le plus chier, en fait. Je trouve que c'est mal rythmé, c'est mal écrit, même si la deuxième moitié du film est incroyable. Mais je sais pas, lui, j'y arrive pas. Je peux pas le mettre au même niveau que du 2, donc je le mettrais en B. Si les dialogues et la narration étaient beaucoup plus clairs, ça pourrait marcher. Mais ouais, pour moi, ça vaut un B. Et le 8 alors ? On en pense quoi ? J'ai pu prendre un peu de recul autour de mon avis sur le film. Je comprends ce qu'on lui reproche et je vois les défauts qui traînent derrière lui, entre l'écriture maladroite et lourde, la sacralisation un poil forcée d'Ethan et de Tom Cruise, et des problèmes au niveau du montage, entre les effets de flashback et certains effets de transition un peu bizarres. Oui, je suis d'accord, mais tout ceci ne m'a pas empêché de passer un putain de moment. J'étais pris dans le film, dans ses scènes d'action, dans ses scènes d'émotion, dans son intrigue qui prolonge de manière un peu plus fluide et compréhensible les thématiques abordées par le set, avec les dangers de l'IA, la paranoïa militaire et politique, et sur le fameux destin cher au blockbuster américain. Le film est traversé par une tension permanente où on respire jamais. Les enjeux sont massifs, sans doute trop pour une Mission Impossible, mais je retrouve ce que j'aime, ce qui fait le charme de la saga. La réalisation est impeccable, la musique est sensationnelle, les scènes d'action sont phénoménales, notamment celle du sous-marin où je vivais carrément la scène avec Ethan. J'aime aussi cette envie de relier les films aux autres. Oui, c'est maladroit, mais c'est louable. Montrer que tous les choix d'Ethan ont emmené vers cette fin. Que malgré la figure messénique qu'on veut lui coller, c'est son humanité qui l'a fait perdre en chemin et qui l'a justement fait perdre tout ce qu'il a autour de lui, mais qui lui a permis de réussir tout ce qu'il a pu accomplir. Tout ceci combiné avec cette fameuse science du timing dans l'action et dans la narration. C'est maladroit et poussif, mais c'est toujours aussi haletant. Et c'est tout ce que j'attends d'un Mission Impossible. L'attente était démesurée. Je comprends pourquoi les gens sont plus critiques, mais Mission Impossible 8 est loin d'être le pire Mission Impossible. Et même le moins bon Mission Impossible, ça reste un cran au-dessus de ce qu'on peut voir en ce moment. Et rien que pour le côté grand spectacle, ça vaut le coup. Donc ouais, ça vaut un B, voire un A, donc on va dire B+. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ? Que Mission Impossible, c'est trop cool. Exactement. Même le 2. Et surtout le 3. Ils sont tous géniaux. Mission Impossible reste un des derniers vestiges d'un cinéma américain qui cherche avant tout à engager le public, sans le prendre pour un con, et voit un vrai amour au grand spectacle. Ni cynique ni feignant, un cinéma ambitieux, généreux, qui
qui transpire la dévotion de ses auteurs, de ses techniciens et de ses acteurs pour offrir la meilleure expérience cinéma possible. Ça fait du bien de voir un tel engagement, y compris dans Mission Impossible 3. Il n'est pas parfait du tout, mais il a une vraie âme, de l'audace, et il saura très facilement vous scotcher, tellement la proposition est osée. Mission Impossible 3 est à mes yeux l'épisode le plus sous-estimé de la saga, et ne mérite pas d'être aussi conspué. Maintenant, votre mission, si vous l'acceptez. Non, je t'en supplie, fais pas ça. Regardez la saga, quoi. Regardez tous les films et éclatez-vous. Et n'oubliez pas que chaque épisode a quelque chose de spécial qui le rend unique. Cette saga est incroyable. Comme The Nice Guys, qui n'est pas une saga malheureusement, mais qui est aussi incroyable. J'en ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas... Tu vas pas t'en sortir comme ça? Parce que je l'ai pas eu, moi, ma petite course à la Tom Cruise. Non mais Tom, on n'a pas le temps là. Tiens, on n'a pas le temps. Si, on va l'avoir. Et c'est maintenant. Bon, n'oubliez pas d'aimer les films que vous aimez. Ciao!